In Christ alone, my hope is found. Bon, pour cette question, en tout cas, le tout a commencé depuis longtemps. Disons, c'est vraiment dans mon ADN de vouloir aider les gens. Mais pour cette histoire de la fondation, les travaux que nous sommes en train de faire actuellement, que nous faisons au Congo, cela a commencé avec l'initiative que j'avais voulu faire en 2006. Justement après les élections de 2006, je suis allé au Congo. Je suis arrivé ici au Congo. Pourquoi? Parce que je voulais m'engager dans une action qui était purement économique. Je voulais investir. Je voulais investir dans le domaine des nouvelles technologies de l'information en tant qu'expert de nouvelles technologies de l'information. Mon souci, c'était que les Congolais n'étaient pas à mesure de pouvoir facilement communiquer avec les gens. Alors je me suis dit, je dois installer ce qu'on appelle à Kinshasa les Wireless Mesh Network. C'est un système qui permettrait à quelqu'un, par exemple, de commencer à télécharger un fichier à un endroit. Si on l'appelle, on lui fait un appel téléphonique, la personne monte dans la voiture, continue à télécharger sans pour autant perdre la connectivité. Je suis allé à Kinshasa, j'arrive, je commence des démarches, je dis comment est-ce que je peux obtenir un permis d'exploitation. D'ailleurs, je n'avais même pas expliqué qu'est-ce que le Wireless Mesh Network, comment ça opère, combien ça va coûter. Tout d'un coup, on me dit il faut payer 50 000 $ pour avoir un permis d'exploitation. Moi, j'ai ri, j'ai dit comment? Il faut payer 50 000 $ pour un permis d'exploitation. Sans même savoir ce que je voulais faire, on demandait 50 000 $. Bon. J'ai vu qu'en tout cas, avec toutes ces choses-là, ça n'allait pas marcher. Mais dans l'entretemps, la chose qui m'avait beaucoup frappé quand je suis arrivé à Kinshasa, je me suis dit, bon, moi, je veux investir dans ce domaine des télécommunications. Mais la population, quand j'ai vu des foules de gens, j'ai vu des foules partout sur la rue, il y avait des gens qui marchaient tout le long du boulevard Lumumba. Alors moi, je me suis posé la question, mais d'où viennent ces personnes? On me dit, oh, mais toi, tu ne connais pas, mais toi, où est-ce que tu vis? Moi, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire, où est-ce que tu vis? On dit, mais depuis les guerres qui avaient commencé vers les années 90, les gens ont fui l'intérieur, ils sont arrivés ici à Kinshasa. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, non, mais ici, c'est parce qu'ils veulent ils veulent avoir une bonne vie. Alors, j'ai vite découvert que 9 sur 10 personnes dans la ville de Kinshasa étaient au chômage. Et cela vraiment, vraiment a cassé mon cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. 9 sur 10 personnes ne sont pas en train de travailler. Ils étaient dans la misère. J'ai vu des routes qui étaient vraiment abîmées. J'ai trouvé des buildings, des immeubles abîmés. Des endroits que moi j'avais laissés à Kinshasa qui n'existaient plus. Je n'ai plus vu General Motors sur le boulevard Lumumba. Je suis passé par les marchés de Bitabe, mais je ne reconnaissais pas l'endroit parce que les trucs tels que General Motors n'existaient pas. Et les gens ont commencé à me dire, non, mais ça, c'est depuis le pillage qui a eu lieu en 91, ainsi de suite. On m'a parlé de beaucoup d'histoires, et j'étais vraiment, vraiment soucieux, j'étais désolé. Et surtout, mon plus grand problème, c'était la population. La population de Kinshasa, le chômage. Et j'ai vu qu'il y avait un délabrement total. Les gens me parlaient avec un langage qui montrait un désespoir. La population était vraiment en train de souffrir. Les gens manquaient la nourriture. Il y avait des termes qu'ils utilisaient, les délestages. Délestage pour l'électricité, délestage pour la nourriture. J'ai dit, c'est quoi en fait? On dit, mais non, on mange à tour de rôle, nous pouvons manger aujourd'hui, les autres mangent le lendemain, ainsi de suite. J'ai dit, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Moi qui étais venu ici à Kinshasa, dans le souci de commencer une entreprise qui allait commencer à offrir des services de télécommunication, je me suis vite retrouvé en train de chercher comment faire sortir ce peuple de la pauvreté. Je me suis enquéri, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup d'églises à travers la ville de Kinshasa, et quand je pose la question, on dit, mais la plupart de ces gens vont dans des églises parce qu'ils sont dans la misère. J'ai dit, ok. Alors, ça serait une très bonne chose, peut-être d'essayer de parler avec ces pasteurs, si ensemble, je peux leur proposer des idées pour que nous puissions chercher un moyen de faire sortir ce peuple du chômage, ou bien ce peuple de la misère dans laquelle il se retrouve. Nous avons commencé à négocier, de parler par-ci, par-là, mais comme je devrais repartir aux États-Unis pour aller faire du travail, après un mois, j'arrive aux États-Unis,
je travaille, mais mon cœur était toujours au Congo. Je suis revenu à Kinshasa en 2007. Cette fois-là, je n'avais pas perdu de vue parce que je me suis dit, on m'a signalé que la plupart des gens sont en train de partir dans des églises. Et là, dans des églises, ils criaient Nzambe talapasi nabiso, yoka kolela nabiso, talapasi nabiso. Ils chantaient toutes les chansons religieuses, étaient presque des chansons de lamentation. Mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas jusqu'à ce niveau-là. Alors, il fallait que j'intervienne parce que je me suis dit, ne pas intervenir. Je me qualifierais d'un crime qui consistait à la non-assistance à la personne en danger. J'ai trouvé que le Congo se trouvait en danger et que je pouvais faire quelque chose. J'ai invité des pasteurs. On m'a dit, mais il faut inviter surtout les pasteurs des églises de réveil. J'ai dit, d'accord. Je les ai invités à l'ISC Gombe. On a eu ce qu'on appelle une journée de réflexion de 9h à 15h. Ils sont venus, il y en avait un peu plus 150 parce qu'il y avait d'autres qui avaient amené leurs assistants. Nous avons parlé, je leur ai proposé des méthodes que nous pouvions utiliser pour éliminer le chômage à Kinshasa, qu'ils ne puissent pas continuer à amener des gens à rester à l'église, faire la permanence toute la journée ou bien toute la semaine. J'ai proposé des idées, on a parlé, on a discuté, j'ai même proposé la création des centres pour le leadership, la mission et le développement, que l'on devait commencer à former des gens et les renvoyer à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent aller créer des emplois. On a travaillé, parlé là-dessus, mais les gens écoutaient. Pour eux, c'était comme si, ok, d'accord, on entend, mais amène l'argent. Alors, je devrais être la personne qui conçoit les projets, la personne qui finance les projets et la personne qui exécute les projets. J'ai trouvé que ce n'est pas ça. Je voulais vraiment que nous puissions travailler ensemble, que ce soit une collaboration, que nous travaillions en concert. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je devrais repartir encore aux États-Unis avec un cœur complètement brisé parce que je voyais que les gens comprenaient ce que moi je disais, mais les gens n'étaient pas à mesure de vouloir s'engager pour que nous puissions commencer à trouver des solutions aux problèmes de la population congolaise, et à commencer par Kinshasa. Je suis allé, tout ça, ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai conçu un programme qu'on appelle le projet du bon samaritain. Je me suis engagé à mettre des fonds de côté pour que je puisse repartir à Kinshasa. En 2008, j'ai produit du matériel qui m'ont coûté pratiquement environ un montant de $8 000 de matériel imprimé, et puis j'ai fabriqué des vidéos dans notre studio de télévision à l'université, et j'ai aussi payé tous les voyages, comme vous le savez, ça me coûte beaucoup d'argent. Il faut payer des billets d'avion, voyager par exemple par des compagnies telles que Brussels Airlines et autres, et puis le séjour à Kinshasa, tout ça. Il faut toujours beaucoup d'argent. Mais cette fois-ci, moi qui n'avais pas vu Kinshasa pendant plusieurs années, et à partir de 2006, j'en avais fait une mission de vouloir transformer le Congo par une voie purement holistique, non politique, holistique, que je devais travailler comme un ministère pour essayer d'aider mon peuple qui était en souffrance. J'arrive en 2008, je commence encore à organiser des séminaires de formation pour équiper les gens de connaissances de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec peu de ressources, comment ils peuvent créer des richesses avec très peu de moyens, pour ne pas attendre seulement que le gouvernement puisse faire quelque chose, parce que je savais que le gouvernement n'allait rien faire pour le peuple. Il fallait que je puisse apprendre au peuple comment sortir de la crise. Je me suis engagé, j'ai fourni de l'effort, j'ai organisé des séminaires de gauche à droite. J'ai même décidé de payer l'argent pour passer sur plusieurs chaînes de télévision. J'ai payé mon argent, non pas pour bénéficier de quelque chose, mais seulement pour investir dans des vies de gens, dans des vies de Congolais. Et je pense que le seul endroit où je n'ai pas pu payer quelque chose, c'était à la télévision Sangoma Malamo. Là, je parlais pendant une émission qu'on appelle, dans une émission de l'heure de la doctrine, j'ai parlé pendant 1 heure du temps, où j'ai montré comment les chrétiens, à travers des siècles, ont été la réponse aux problèmes de la société, comment est-ce que l'on pouvait travailler ensemble et faire des travaux manuels pour pouvoir sortir de la crise. J'ai travaillé, j'ai parlé longtemps, j'étais sur Congo Web TV. Là,
aussi, j'ai eu une émission, il y avait quelques amis qui m'ont joint. Nous avons eu une plateforme, une table ronde où nous avons discuté des différents aspects de comment est-ce que l'on pouvait renouer des contacts avec différentes personnes et aussi chercher les moyens de pouvoir créer de l'emploi, créer des capacités, renforcer des capacités de production. J'ai proposé des idées, j'ai commencé à apprendre aux gens à la télévision, à tenir des discours, à tenir des séminaires. Malheureusement, je voyais que vraiment la réaction était timide. Les gens comprenaient, ils comprenaient ce que je voulais dire. Ils étaient très contents, ils voulaient vraiment, ils applaudissaient de ce que je disais. Mais l'engagement n'y était pas. J'étais par exemple sur RTGA, j'étais sur Tropicana. D'ailleurs, Tropicana avait fait vraiment un très bon programme sur moi parce qu'ils ont dit, voilà un professeur congolais qui travaille, qui est un professeur d'origine congolaise qui travaille dans des universités américaines, qui est venu ici pour chercher à réduire le taux de pauvreté. Ils ont parlé même de comment je voulais vraiment utiliser les gens qui étaient dans des églises pour que ceux-là puissent devenir des instruments de changement pour redonner le goût. Parce que les gens disent toujours, mais ça ne va pas, ça ne marche pas ici au Congo, ça ne va pas, Mboka et Baby, et Pelimoto. Je reconnais, je dis ça va, mais nous pouvons faire quelque chose avec le peu de moyens que nous avons, sans attendre au gouvernement de faire quoi que ce soit. Nous savons que ça n'allait pas marcher, mais on pouvait essayer quelque chose. Nous avons essayé, j'ai mobilisé des gens, j'ai travaillé, je voulais que les gens puissent me rejoindre, les gens me rejoignaient. Mais le problème, c'était quoi? Personne ne voulait investir. Personne ne voulait investir. On attendait que je fasse tout. J'en étais frustré. J'ai fait 6 semaines, soit 1 mois et demi, en train de parler avec des gens, de causer avec des gens, de les mobiliser pour que nous puissions trouver des solutions sans attendre le gouvernement. Malheureusement, après 1 mois et demi, je ne pouvais rien faire. Je suis reparti aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, mais mon cœur est toujours au Congo. Je me dis, je ne peux pas laisser mon peuple souffrir. Je dois chercher des solutions. Je dois faire ce que je peux, coûte que coûte. Il faut que je puisse être un élément de solution aux problèmes des Congolais. Je dois investir mon argent sans rien attendre en retour. Beaucoup de Congolais, bien sûr, qui vivent en Europe, en Amérique, ils achètent des histoires qu'ils viennent vendre ici chez les Congolais pour se faire l'argent. Il n'y a rien de mal dans tout cela. C'est le commerce. C'est comme ça. C'est l'esprit de créativité. Mais moi, je dépense l'argent pour ne rien recevoir en retour. La seule satisfaction, c'est de pouvoir voir le peuple congolais sourire, être dans la joie. Si je peux changer de vie des gens, c'est ça qui fait ma joie. J'ai essayé ça en 2008, ça n'a pas marché. Je me suis dit, je repars en 2009. Je parlais avec quelqu'un qui était en France, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà mon projet, je suis en train de chercher à dépeupler Kinshasa, à créer des capacités, renvoyer des gens, aller dans des villages pour que ces personnes puissent devenir des éléments qui vont contribuer à l'unité de production aux États-Unis, au Congo. Alors, la personne me dit, mais écoute, j'ai suivi l'expérience que tu m'as dit. Tu étais en 2006, 2007, 2008 à Kinshasa, rien n'avance. Je te demande cette fois-ci d'oublier Kinshasa. Va à l'intérieur, va dans les Bandundu. Tu connais des gens dans les Bandundu. Vas-y, commence à préparer des gens sur place. Essaye de faire ce que tu es en train de proposer. Si ça marche, les choses vont tellement bien aller que ceux qui sont à Kinshasa vont apprendre que les gens qui sont restés au village sont en train de manger à satiété. Et ils vont vouloir se déplacer pour aller à l'intérieur et s'engager dans des genres d'activités que tu es en train de proposer. Je dis ça, c'est une très bonne idée. Je reviens à Kinshasa, je prends un petit porteur à Kinshasa, je vais jusqu'à l'intérieur, j'arrive dans le Bandundu. J'ai commencé d'abord par tenir des séminaires de formation. Ce qui était intéressant, je suis arrivé à Vanga, dans la mission Vanga. Il y a le pasteur chef de district de la Sebeko qui avait envoyé des annonces à travers le district de Kouilo, ce qu'on appelle le district de Kouilo, territoire de Boulongo et autres, pour dire aux gens de venir parce qu'il y avait un savant, un professeur
un Congolais qui est professeur en Amérique, savant, un érudit qui va venir nous montrer comment est-ce que nous pouvons sortir de la pauvreté. Mais la réponse, oh, c'était merveilleux. J'ai trouvé des gens qui sont allés de Massimalimba jusqu'à Bulungu, Vanga, des gens qui venaient d'Idiofa, des gens qui venaient de Gungu, des gens qui venaient de partout. Il y en avait qui avaient marché plusieurs centaines de kilomètres pour venir m'écouter. L'église de Vanga était pleine. Et je peux vous montrer ça par des images, des photos. C'était vraiment plein. J'ai commencé avec mon séminaire de messages de bons samaritains. Je commençais à expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent sortir de la crise, comment avec 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars, très peu d'argent, ils peuvent commencer à changer la vie, leur propre vie et la vie de ceux qui étaient autour d'eux. Nous avons travaillé, c'était tellement intéressant. Je suis allé donner le séminaire à l'ISP Milundu, je suis allé donner le même séminaire à Bulungu. Nous étions là-bas, ce n'était pas seulement des gens qui sont, comme on appelle, religieux. Non, c'est vrai, il y avait des religieux. Nous collaborons avec tout le monde. Pendant ce temps, ce que je n'ai pas pu signaler peut-être, c'est que nous avions décidé, après 2006, j'avais déjà décidé de créer maintenant ce qu'on appelle ONG. Donc, une organisation comme ça, non gouvernementale, qui s'appelle John Malala Dignity Foundation, ou bien la Fondation John Malala pour la dignité. Pourquoi pour la dignité? Parce que j'ai trouvé que la misère dans laquelle les Congolais se trouvaient était indigne. Un Congolais ne pouvait pas se retrouver dans cette indignité. J'ai dit, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Dans un pays aussi riche que le Congo, le Congolais ne peut pas se retrouver dans cet état. Il fallait que je crée une fondation pour redonner la dignité au peuple congolais. Mais je devrais le faire en tant qu'individu à travers une organisation que j'ai créée. La Fondation John Malala pour la dignité, John Malala Dignity Foundation. C'est à travers la fondation qui porte mon nom que je faisais toutes ces initiatives. J'ai formé des gens partout et je me rappelle quand j'étais à Bulungu en 2009, le premier groupe de gens qui étaient vraiment touchés, c'était des sœurs religieuses d'une congrégation, d'une congrégation de l'église catholique qui sont venues me voir et me disent, professeur, nous avons suivi ce que vous avez dit, nous voulons faire part de ceux qui cherchent des solutions. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont ici, qui sont orphelins. Et ces enfants, nous devons les nourrir. Nous avions un moulin ici, et le moulin a été en panne depuis plus de 9 mois maintenant. Nous avons cherché des fonds par-ci, par-là, il n'y a personne pour nous aider. Et cette fois-ci, nous avons essayé de réparer ce moulin, nous ne pouvons rien faire. On cherche à nourrir ces enfants orphelins. Moi, je dis, ça, je ne peux pas tolérer. J'ai demandé à mon équipe qui était avec moi, j'ai dit, cherchez dans mon compte, demandez à ces sœurs religieuses combien ça coûte ce moulin, un moulin d'une très bonne capacité qu'il faut mettre à leur disposition pour qu'elles nourrissent les enfants qui sont dans la misère, des enfants qui sont orphelins. Nous avons fait ça. Ça, c'était le premier groupe qui recevait un don en nature de notre part. Et nous nous sommes engagés, on a commencé et je me suis dit, en tout cas, je ne dois pas me limiter à la donner des formations. Ce qui n'était pas peu de choses. Je dois vous dire une chose ici, que chacun de nous est censé donner ce qu'il a. Moi, je suis un professeur d'université, je suis un créateur de connaissances. Je ne suis pas consommateur de connaissances, créateur de connaissances. Je prends ma connaissance, je la mets à la disposition des gens et les gens utilisent cette connaissance pour transformer leur vie. Ça, c'est ma part. Mais je me suis dit, je pense que pour le Congo, je dois aller au-delà de cela. Nous avons payé des terrains. Et le premier terrain que j'ai acheté, c'était un terrain de 15 hectares. Pour dire que nous allons commencer maintenant à nous mettre à travailler nous-mêmes. Moi-même, je prendrai la hache, je prendrai la bêche, je prendrai la houe, je prendrai la machette,
je vais me mettre avec les autres Congolais, nous allons travailler. Je laisse mes toges universitaires en Amérique, je laisse mes manteaux, je laisse mes vestes, je vais descendre et je vais travailler, je vais montrer aux gens comment on travaille. Vous allez voir des photos, vous allez voir quelques images où moi-même je suis en train de travailler. Ça c'était 2009. J'étais content. Je suis reparti aux États-Unis, j'ai travaillé dur, j'ai fait même des travaux de consultation avec dans certaines expertises, j'ai gagné assez d'argent. Je me suis dit, je repars à Bulungu où nous devons commencer quelque chose. Parce que moi je suis du principe que s'il faut commencer quelque part, pourquoi pas ici? Ou encore, s'il faut commencer à un moment de l'histoire, pourquoi pas maintenant? Alors, on ne peut pas me poser la question aujourd'hui, par exemple, mais pourquoi tu n'as pas fait ça à Kinshasa? Et ma réponse serait, pourquoi ne pas le faire à Bulungu? Parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas Lubumbashi. Le Congo, ce n'est pas Kananga. Le Congo, ce n'est pas Mbujimaï. Le Congo, ce n'est pas Kisangani, ainsi de suite. Si je dois commencer quelque part, pourquoi pas ici? Vous savez ce que j'ai fait en 2010? À 2010, je suis descendu en forme. Dieu m'a béni, j'avais assez d'argent, je descends, je mets une équipe, nous sommes descendus, j'arrive à Bulungu, j'ai engagé des gens, j'ai créé de l'emploi. Il y avait environ plus de 250 personnes que j'ai engagées pour travailler. Et je pense que je suis ou j'étais le plus grand employeur. Je suis peut-être la seule personne dans l'histoire de Bulungu qui ait pu engager plus de 100 personnes à la fois pour travailler. J'ai engagé 250 personnes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ce qui m'a attristé, c'est de voir que les parents voulaient amener leurs enfants travailler. Moi, j'ai dit, pas d'enfants. Mais les femmes pleuraient. Bon, pour moi je vais avec des principes que l'on ne peut pas engager des enfants. Mais les parents ont dit, écoute, tu n'engages pas les enfants. Les enfants nous aident. C'est comme ça chez nous. Nous faisons des chants, nous allons avec nos enfants, les enfants nous aident, les enfants aident à enlever de la poussière, à faire ceci, cela. J'ai dit, non, mais on ne tolère pas. Ils disent, mais écoutez, nous voulons travailler avec toutes nos familles. J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Oui, nous savons, tu nous as déjà dit. J'ai dit, je crée une école d'abord pour vous ici, un centre pour la mission de développement. On va mettre les enfants, ils vont étudier gratuitement. Je ne peux pas supporter le fait que des gens qui vous gagnent 0 par mois doivent payer de Minerval pour leurs enfants, pour que leurs enfants aillent à l'école. Moi, je dis, je prends tous vos enfants en charge. Je vais construire une école, je vais leur payer. Si on me paye mon salaire en Amérique, je prends une partie de mon salaire, je vais engager des enseignants ici au Congo que je vais payer dans autant de cours, dans autant de classes qu'ils vont enseigner. Je vais leur payer une partie de mon salaire. J'ai engagé des gens pour travailler. Vous allez voir des images, ils ont travaillé. Nous nous sommes mis à travailler. Je n'ai pas demandé aux gens de faire quelque chose que moi-même je ne peux pas faire. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un à faire quelque chose que je ne peux pas faire. Si je ne peux pas faire, je ne peux pas vous demander, à moins que ce soit que je n'ai pas cette expertise. Mais si je peux faire quelque chose, je dois la faire moi-même. J'ai travaillé avec tous les gens à Bulungu. Nous avons travaillé, on a commencé à construire. Pour ne pas m'éterniser, aujourd'hui, vous voyez qu'on a érigé un immeuble, le premier immeuble que nous avons commencé, c'était 20. J'avais demandé 20 mètres sur 20. Les gens ont commencé à rire. Moi, je dis, pourquoi vous riez? Ils ont dit, mais 20 mètres sur 20, mais ça c'est trop grand. Bon, j'avais un peu perdu la notion de métrage, parce que pour nous en Amérique, on utilise les pieds. Alors, je pensais que 20 mètres, c'était pratiquement rien. On m'a dit un immeuble de 20 mètres pour juste une salle de classe. J'ai dit oui, 20 mètres. Alors nous avions négocié. J'ai dit écoutez, alors donnez-moi 20 mètres sur 15. On a mis 20 mètres sur 15.
cet immeuble que vous allez voir bientôt, c'est quand vous allez jouer cette vidéo, je vous demanderai de placer un peu l'image pour que les gens voient vraiment la dimension de cet immeuble. Nous avons travaillé, disons, pour ne pas trop m'éterniser. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons créé des écoles. Nous avons créé une école primaire. Quand je parle nous, je parle de nous majeurs. C'est moi et ma femme et quelques amis qui veulent nous assister de temps en temps. Mais nous avons créé une école primaire et où les enfants ne payent absolument rien. C'est quelque chose que leur propre pays, notre pays ne peut pas faire pour ses enfants. Moi, j'ai dit, je vais le faire. Les enfants ne payent rien. J'ai créé, et quand je dis j'ai, donc des fois je dis, j'utilise j'ai ou nous, parce que mon épouse est impliquée dans ceci. Nous avons créé une école secondaire ou une école de métier pour former les gens en métier, c'est-à-dire menuiserie, agriculture et maçonnerie. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que l'agriculture, c'est ça qui va redonner l'économie à ces gens ici, redonner la vie à ces gens. Parce que, vous savez, aux États-Unis par exemple, l'État de la Floride, où moi je vis, a une très forte agriculture. L'industrie des oranges, je vous donne seulement l'exemple des oranges, je ne parle pas de toute l'agriculture. Les oranges en Floride font une économie de 9 milliards de dollars américains par an. Je vous dis bien que les oranges seulement, les oranges, je ne parle pas d'autre chose, les oranges de la Floride produisent 9 milliards, je dis bien milliards de dollars américains par an, sans compter toutes les autres centaines d'industries qu'il y a dans l'État de Floride. Donc l'agriculture, c'est un domaine que moi je ne maîtrise pas très bien, mais que je connais quand même les avantages. Nous avons commencé à former les gens. J'ai dit, mais on peut former aussi des maçons. On a formé des maçons, on a formé des menuisiers, on continue à faire ces choses-là. Et je vous dis une chose, que chaque mois, nous payons les salaires de ceux qui enseignent en maçonnerie, nous payons les salaires de ceux qui enseignent en menuiserie, nous payons les salaires de ceux qui enseignent l'agriculture et nous payons les salaires de ceux qui enseignent les enfants de l'école primaire. Nous ne recevons rien en retour. Je ne reçois aucun sou. Je pense que je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on se mettait dans un débat quelconque pour dire qu'est-ce que les Congolais ont déjà fait, je peux défier des gens qui ont beaucoup d'argent, quelle que soit leur position, qu'ils soient dans la politique ou qu'ils soient dans le commerce, proportionnellement à leurs ressources. Je ne sais pas si je peux trouver une autre personne dans ce grand Congo qui fait ce que moi je fais. Je suis un créateur d'emplois, mais je ne reçois rien en retour. Par exemple, à part l'école, sur les terrains que nous avons achetés, les terrains de 15 hectares, nous avons mis une rizerie à Boulongo. La rizerie est là pour essayer de renforcer les capacités économiques du territoire de Boulongo. Et pourquoi pas pour le pays? Les femmes et les hommes, bien sûr, les villageois, les paysans vont cultiver les riz. Après, ils amènent les riz à notre rizerie. On décortique les riz et c'est le riz. En retour, ce qu'ils donnent, c'est pratiquement soit une petite partie ou bien ceux qui ne veulent pas donner un peu de riz peuvent donner juste peut-être un petit montant pour que les employés qui travaillent à la rizerie puissent avoir quelque chose en retour et pour qu'ils puissent être à mesure aussi de s'acheter encore du carburant ou bien d'amortir la machine, c'est tout. Mais il n'y a rien que nous recevons en retour. C'est seulement pour aider les paysans. Nous avons, à part cela, mis même une imprimerie pour essayer de réduire le taux d'illettrisme. Les gens qui sont des analphabètes,
nous avons mis une petite imprimerie, mais de bonne qualité. Ou encore des matériels d'éducation, d'enseignement, où des gens, par exemple, peuvent amener leurs livres et on peut les produire. Et la qualité de ces livres, c'est la même qualité des livres que l'on trouve en Amérique. Je suis un créateur d'emplois. Je suis un bon samaritain. Nous faisons ça parce que nous aimons le Congo. Nous faisons ça parce que nous avons la compassion. Nous ne pouvons pas laisser les gens souffrir. Il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. C'est parce que je ne fais pas la publicité sur ces choses ici. Mais j'ai quand même le site internet. Aujourd'hui, si quelqu'un part, il écrit www.johnmalala.com ou bien www.johnmalala.org ou bien www.johnmalala.net. Il va voir les choses que nous sommes en train de faire. Nous faisons beaucoup de choses, mais la plupart de ces choses, franchement, je ne m'attire pas beaucoup de crédit, je ne m'attire pas beaucoup d'honneur. Je ne l'ai pas fait à cause de la politique. Je l'ai fait parce que j'aime le Congo, pour l'amour de mon prochain. Je ne peux pas voir les gens souffrir pendant que j'ai le moyen de pouvoir leur venir en aide. Voilà un peu ce qui a motivé l'initiative de pouvoir faire des projets pareils au Congo. À l'heure actuelle, par exemple, nous avons même un projet de pouvoir donner de l'énergie, de l'électricité. Boulungu, c'est une ville sombre. Et nous allons mettre de la lumière. Très bientôt, Dieu voulant, nous épargnons, nous faisons des histoires et nous allons donner de la lumière. Je pense que, d'une part, j'ai la volonté de vouloir transformer la vie des gens. Mais je commence à sentir de plus en plus que c'est une goutte d'eau dans la mer. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Mais pour le faire, il me faut peut-être dans une position où j'ai beaucoup plus d'autorité, où j'ai beaucoup plus de flexibilité. Parce que le Congo a la potentialité de la richesse. Il y a des richesses, sol et sous-sol, mais le pays n'est pas riche. Le pays a des richesses, mais il n'est pas riche. Et nous pouvons faire mieux.